Liam est né moins d'1 an après la mort de son grand frère. Et à 12 jours près d'ailleurs. Et lui tout va bien, c'est un petit bonhomme plein de vie qui nous remplit bien nos journées. Alors est-ce qu'on a d'autres lui faire comprendre avec des mots qu'il peut comprendre que il n'est pas le premier, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est sur un deuxième plan ou quoi que ce soit. On n'a absolument pas voulu occulter Chad de notre vie. On sait que ce serait la plus grosse erreur de le cacher, de cacher à Liam l'existence de son frère. On s'est laissé guider par elle et à partir du moment où je pense qu'elle a été heureuse et qu'on l'a suffisamment écoutée, et pas pour nous mais pour elle, de mon côté, il n'y a vraiment aucun regret. Je pense que là, on n'a pas de regret. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus, d'énorme. De ne pas se dire, tiens, on a loupé ça, ou on aurait dû faire quelque chose, ou on aurait dû faire ceci. Là, on a vraiment... je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression d'avoir vécu à 100% tout ce qu'on a fait. On y a cru. Enfin, moi, j'y ai cru. Alors, j'y ai cru plus que d'habitude parce que tout le long, j'y ai cru. Depuis le début, j'étais persuadé qu'on allait s'en sortir. On était dans la vie jusqu'au bout. Mais elle voulait, au quotidien, avoir une vie, la vie d'une adolescente de son âge, voir ses copains, aller à l'école, s'amuser. Ce que j'aimais faire avec Léo, c'était des balades toutes simples. On adorait se promener en famille, on prenait la voiture, on partait regarder les animaux parce que Léo adorait les moutons, les vaches. C'était notre plaisir, c'était tout simple. On racontait cette balade comme si c'était Euro Disney où chaque balade était extraordinaire parce que ça pouvait être la dernière. Donc, Rarely, but sometimes violently, illness comes to upset the innocence of childhood and breaks into this framework. Parents can then be confronted with the limits of medicine and with the prospect of the death of their child. To attempt to break the taboos, to challenge this isolation, 4 families agreed to share their experiences with us. Between intense happiness and intense pain, but always with an open heart, they share with us their deepest feelings. Priscille, on la connaissait pas avant sa maladie parce qu'elle est arrivée au début d'année, elle avait déjà perdu ses cheveux, donc voilà. Et donc il y avait eu accord pour qu'elle fasse son entrée au cours préparatoire. Donc je voulais qu'elle fasse une année comme une petite fille de CP en fait, qu'elle apprenne à lire, qu'elle travaille comme les autres. Et quand on rentrait en classe, elle était normale comme nous. Elle écoutait comme nous, elle n'était pas en train de s'endormir sur sa table. C'était une petite battante quand même. Et jamais elle ne se plaignait de quoi que ce soit. Jamais rien du tout. Elle n'avait qu'une idée, c'était apprendre à lire. Elle a appris à lire et profiter, aller déjeuner chez les petits copains à droite et à gauche presque tous les jours. Donc je confiais aux mamans les médicaments, avec les prises de médicaments à l'heure du déjeuner. Et voilà, c'était son bonheur, c'était d'être le plus possible avec des enfants de son âge. Il y avait toute la classe, on était partis à Disneyland. Je crois que c'était pour Priscille. La classe a eu la chance d'avoir une journée Euro Disney, offerte par une association. Son père d'ailleurs la portait très souvent sur ses épaules.
Et elle ne souhaitait pas vraiment participer aux différentes activités. Elle regardait les autres, mais restait très proche de son père. Elle rayonnait et elle vivait comme tous les enfants, avec toute la joie, avec toute l'envie de profiter de ces moments-là. C'est vrai que toute la phase palliative, nous, notre moteur, ça a été énormément donné par le médecin. Et à qui on est reconnaissant, c'était tout le temps alors quel est votre projet? Donc, vous finissez quelque chose. Et le projet suivant, qu'est-ce que c'est? Et on a avancé en faisant projet sur projet. Pendant 8 mois, on a fait plein de projets tout le temps. Donc c'était vraiment pour Priscille des moments merveilleux, j'en suis convaincue. Et puis pour la fratrie et nous, c'était on en a profité un maximum, on a rempli notre boîte à souvenirs le plus possible. Et on a passé des bons moments. Quelquefois, dans son regard, c'est un regard triste. Mais est-ce que je dois l'interpréter comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quelquefois, elle semblait un peu en dehors du groupe classe. Parce qu'elle vivait autre chose, que ses camarades ne vivaient pas, qu'ils ne pouvaient pas partager, que moi je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas vraiment partager avec elle. Mais disons qu'elle a passé plusieurs mois dans cette classe, je dirais, comme les autres. Elle avait une énergie folle quand même. Ce qui fait que elle voulait toujours faire des trucs. Moi, j'ai fait tout ce que je faisais avant. Tout. On s'est battus, on s'est engueulé, on a pris du bon temps, on s'est amusé. Tout ce que je faisais avant qu'elle soit malade, je l'ai fait pendant qu'elle était malade. Et j'en suis très content parce que je me dis que j'ai pas pendant 2 ans, je suis pas passé à côté. Et je me souviens bien d'une séance où Fanny voulait un piercing. La réponse des médecins avait été non. Et ça avait été un petit peu difficile pour elle d'accepter cette réponse. Elle a gardé son caractère à elle. Elle s'est pas laissée abattre, elle s'est pas laissée porter par la maladie tranquillement. Je me laisse faire. Elle avait refusé le cathéter central. Donc du coup, elle était libérée un peu de... Elle était moins obligée de faire attention, en fait, quoi. Mais je me souviens bien de cet épisode du piercing qui... ça avait du mal à passer, qu'elle puisse pas le faire, quoi. On l'a sortie de l'hôpital. Elle y avait passé quelques jours pour être un petit peu dopée, prendre quelques médicaments, tout ça. Et on est parti au ski. Et on l'a inscrit au cours de ski pendant 1 semaine, avec ses 2 frères. Et elle a été transfusée 2 fois dans la semaine à l'hôpital de la ville la plus proche. Et un matin, la transfusion traînait un peu parce que les plaquettes n'étaient pas là. Il a fallu les faire venir de Marseille en hélicoptère. Les plaquettes traînaient un peu et elle disait aux infirmières, écoutez, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, j'ai mon cours de ski. J'ai mon cours de ski, moi, faudrait quand même... faudrait se dépêcher, quoi. Je voudrais pas louper mon cours de ski. Et quand les plaquettes sont arrivées, elle était prête, hein. Elle était prête à passer les plaquettes. Dès que les plaquettes ont été passées, il a fallu lui enlever immédiatement tout l'attirail. Tu m'emmènes à mon cours de ski, hein. When a child is in palliative care, carers are often prepared to say yes to things they would normally refuse on the grounds that they involve a health risk. This is so that the child's projects and those of the family can be given priority. Ses amis, ça restait ses amis, mais il y avait personne qui avait le droit de lui dire quoi que ce soit. Je l'ai vu le dire à des filles qui avaient son âge, lui dire oui, je suis malade, et alors, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Moi, je suis malade, toi, t'es pas malade, mais il est où le problème? Ce dont ont besoin les enfants, c'est d'être vivants
jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et je crois que rien n'est plus terrible pour un enfant que de sentir que les gens qui s'occupent de lui, quelle que soit leur place et leur fonction, sont, avant même la fin de sa vie, déjà dans quelque chose qui pourrait faire sentir ou ressentir à l'enfant qu'il n'est déjà plus là. Donc je la récupère, je la prends à part, puis je lui dis, Marine, la petite boule de Léo, c'est une rechute et cette fois on va pas pouvoir le guérir. Et là je vois Lou et je lui dis, tu sais Lou, ton petit frère, la petite boule qu'on lui a trouvée, c'est une rechute. Et je lui dis, mais par contre cette fois on va pas pouvoir le guérir, Léo il va mourir. Et là, du haut de son petit jeune âge, elle me regarde et je me dis, est-ce qu'elle va comprendre? Et je me rends compte qu'elle comprend parce qu'elle me dit, maman, il va falloir en profiter à fond. Hein. Et par contre, là, on avait pris la décision avec mon mari qu'il partirait soit, mais il partirait à la maison. Ceux qui veulent vraiment rester à la maison, c'est quelque chose qui est tellement ancré en eux, qui est tellement décidé à l'avance que je pense que la part du médecin est infime, n'existe quasiment pas. Il faut juste qu'on puisse leur dire oui, c'est jouable ou c'est pas jouable. Ça demande une organisation de garder un enfant pour lequel on n'a plus de traitement curatif, de le laisser à la maison. C'est à nous de tout faire pour accéder à cette demande et de nous organiser. Séverine, c'est une maman qui m'a beaucoup touchée. Elle a toujours été très vraie, très authentique. Quand ça allait pas, elle le disait et son enthousiasme, elle le transmettait aussi. C'est peut-être la première fois qu'on a une maman qui est aussi lucide sur le décès de son enfant, qui en parle aussi avant, qui puisse mettre autant de mots avant. J'allais chercher les autres filles à l'école. Je les gardais un moment le soir en attendant que maman arrive. Et puis voilà, hein. C'est ça, hein. Et ça a duré bien trop longtemps pour mon pauvre Léo qui souffrait. Hein. C'est mon mari tout de suite qui a dit, de toute façon, Léo ne finira pas à l'hôpital. Il fallait qu'il parte chez lui, parmi les siens, dans son foyer. Pour moi, c'était le plus beau départ qu'on pouvait, qu'on se devait surtout lui offrir. C'est vrai qu'on préférait plutôt qu'il reste à la maison, parce qu'à l'hôpital, on savait qu'on aurait pu moins le voir, tandis qu'à la maison, dès qu'on avait envie de le voir, on pourrait le voir. C'était plus simple, même si on aurait préféré le voir dans d'autres circonstances que malade, mais j'ai trouvé ça bien qu'on ait eu le droit de le garder jusqu'à la fin. Dans les points d'appui qui me paraissent fondamentaux, c'est l'équipe hospitalière, avec de la distance mais de la disponibilité. Il faut que le médecin traitant et ou la famille puissent nous appeler, puissent contacter quelqu'un. Il y a dans les services spécialisés habituellement un médecin d'astreinte en permanence, donc il faut que la famille sache qu'elle peut téléphoner. À la moindre difficulté à la maison, l'hôpital aura toujours une chambre ouverte pour les accueillir. Nicolas, il sera retour à domicile d'ici demain, normalement, si on arrive à coordonner bien beaucoup d'antalgiques, donc il faudra qu'il y ait des pompes et puis des morphiniques. Puis une fois par semaine par un senior. C'était difficile, mais en même temps, on était tellement heureux de l'avoir déjà à la maison et de se dire, ce qu'on vit là, on le vivrait de toute façon à l'hôpital. Et pour une fois, on a notre part de... On peut faire quelque chose pour Léo. Là, c'est pas les infirmières qui gèrent, c'est nous. Et ça, je peux vous assurer que ça aide. Ça aide moralement. Non opérable, donc on est parti sur un processus de chimiothérapie. Il ne pouvait pas faire pipi tout seul, donc on a fait la vasicostomie.
Et on est passé donc de cette période-là où toute la partie médicale était quand même très prise en charge par les infirmières et toute l'équipe, à bon ben voilà, il est entre guillemets stable, on a fait une vésicostomie et maintenant c'est à vous de faire les soins infirmiers à la maison. Il fallait nous qu'on entretienne, qu'on mette des sondes dans le trou. Ça, on était rendu à un point où on appréhendait lors du coucher. On travaille en réseau avec le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Rennes pour justement prendre en relais les traitements de chimiothérapie interphase au sein de Saint-Brieuc. Donc ça a été tout de suite assez facile de prendre la décision, étant donné que c'était un bébé qui a été très très souvent hospitalisé. À partir de l'âge de 2 mois et demi, il a connu le milieu hospitalier, donc c'était pas... Il était habitué, et puis donc il commençait vraiment à avoir beaucoup de mal à manger, donc il avait une sonde pour le nourrir, il avait de l'oxygène, enfin il avait beaucoup de tuyaux branchés à son petit corps. Quand on a vu le mal qu'on avait à lui mettre une sonde dans le trou de la vessie, on s'est dit mais... là c'est une autre dimension. Là, voilà, on ne sentait pas la force de l'avoir à la maison. Qu'ils ont eu le temps de connaître l'équipe. On a eu le temps de se connaître entre nous et d'avoir cette confiance pour pouvoir accompagner la fin de vie du petit Sean. Et on n'en parlait pas tellement de cette éventuelle... parce que pour nous, c'était partir perdant d'avance, je pense. Par contre, on n'en parlait pas, mais on s'est rendu compte, quand il a fallu qu'on prenne la décision d'arrêter tout, qu'on était d'accord, en fait. Ce qui a été violent, c'est la formulation directe, très directe. Où voulez-vous que votre enfant décède? Alors, est-ce qu'il y a une bonne méthode? J'en sais rien. J'ai pas compris qu'on nous demandait à ce moment-là où on voulait que Fanny décède. C'était tellement énorme que j'ai pas compris. Mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme étant quelque chose de très, très violent. Où voulez-vous que votre enfant décède? Ça veut dire votre enfant va mourir. Déjà, ça veut dire votre enfant va mourir. Maintenant, où? Enfin, j'ai ressenti ça, oui, comme étant d'une extrême violence. On peut imaginer que c'est quasiment irrecevable, dit comme ça. Par contre, si ça vient comme une question, que pensez-vous qui serait mieux? Proposer, encore une fois, et non pas dire « que préférez-vous », mais dire « on peut faire ceci » ou « on peut faire cela », et mettre l'enfant dans le processus. Et pour moi, il était hors de question de répondre autre chose qu'à l'hôpital. There is often a distance between the time as perceived by hospital staff and by families. The notions of time need constantly to be adjusted. Medical staff need to anticipate, but come up against the difficulty of explaining. There is never a right moment. Sometimes certain questions can shock the families. Ça me semble très important que ce soit abordé déjà par le médecin et bien de le préparer pour justement, le moment venu, elle puisse venir. Ou qu'on le sache ici aussi, dans les services, que ça soit su que tel enfant peut arriver en étant très fatigué et pour vivre ses dernières heures. Elle aussi avait conscience qu'elle allait mourir, en fait. Elle le savait. Elle nous l'a dit, elle me l'a dit. Et ma mère aussi. Elle a dit, écoute, tu sais, Thomas, je vais mourir. Je le sais, je vais mourir. Pourquoi elle le savait comme ça, je sais pas. Est-ce qu'elle avait discuté avec les médecins? Est-ce qu'elle discutait beaucoup avec les infirmiers et avec les médecins? Elle parlait d'un tas de choses. Moi, j'assistais pas à tout parce que parfois, elle me demandait d'aller faire un tour. Hein. Ça aurait été trop difficile, en fait, à la maison. Parce que de la voir comme ça, dans sa chambre, ou dans la mienne, ou dans n'importe quelle pièce de la maison, en fin de compte,
Je pense que j'aurais pas pu continuer à vivre dans ma maison. Je préférais que ce soit à l'hôpital, pour notre bien-être, en fait, pour mon bien-être. Il était hors de question qu'on arrive à cette issue. On ne pouvait que gagner, que guérir. Il y a des familles où tout est transparent, tout se dit avec les enfants, et ça paraît aberrant de ne pas laisser ce choix à la famille. Il y a d'autres familles où on ne consulte pas vraiment les enfants sur une décision même aussi majeure qui les concerne en premier chef, qui est où souhaite-t-il mourir. Quand elle était là, c'était pas un traumatisme d'être là. En tout cas, je l'ai jamais ressenti comme ça. Elle n'était pas malheureuse ici. C'était le seul moment où nous on oubliait un peu qu'il était malade, on pensait à autre chose qu'à ça, parce qu'à la maison il y avait les médicaments dans sa chambre, il y avait des trucs qui traînaient partout de lui, donc quand on était en mari, il était mieux. On pensait qu'il n'allait pas passer l'été, et finalement il a passé 4 mois. Où on a vécu à 300% avec lui, et c'était 4 mois les plus douloureux de notre vie, mais en même temps les plus merveilleux, j'allais dire. Et puis surtout quand on a une famille comme ça qui est prête, elle, à donner les médicaments à son enfant, à le surveiller, c'est pas difficile pour nous, c'est parce que cette famille aidait beaucoup dans ce sens que nous, il fallait juste l'organiser. Et on a commencé par de la chimio palliative par la bouche, que mon mari lui administrait tous les soirs. Donc après, moi, j'avais de la morphine à lui administrer. Et je me rappelle, à un moment donné, j'avais une tartine comme ça. Donc je m'étais transformée en véritable infirmière. Alors, tel médicament à telle heure, il ne fallait pas mélanger avec tel autre médicament. Après, il y avait pour le ventre, il y avait pour la fièvre, parce qu'il prenait des 42 fièvres, même passées. Et pour elle, c'était normal. Elle a dit non, tout le monde ferait pareil, non. Tout le monde ne fait pas pareil, tout le monde n'arrive pas à faire pareil. Chacun le sent, bien sûr, différemment. Bon, je viens de voir l'équipe de l'hôpital de jour au sujet de Nicolas. Il faut qu'on... Et c'est vrai que nous, jusqu'à présent, l'accompagnement se fait à l'hôpital. Et que ça nous interpelle aussi beaucoup de comment, dans le cadre de l'association, on peut aider les parents qui font le choix du fin de vie à domicile. Dès qu'on a appris que Léo était condamné, j'ai tout de suite pris les devants. Je me suis dit, je vais faire ce qu'il faut pour lui au mieux tout de suite, parce que je ne sais pas si après j'en aurai la force. Plusieurs samedis, j'allais parcourir le cimetière sous 40 degrés. Mon mari disait, mais enfin, comment tu peux déjà aller dans le cimetière, choisir une place? Je dis, de toute façon, il faudra le faire, donc personne ne le fera pour moi. Et là, je me revois toujours avec mon petit calepin, mon stylo, en train de rayer celle qui me plaisait, celle qui me plaisait pas. Et là, je vois arriver mon mari dans le cimetière. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu sais très bien ce que je fais, je cherche une place pour Léo. Et il me dit, je vais t'aider. On va le faire ensemble. Donc, en 5 minutes, la place a été trouvée. Comme quoi, il me fallait sa présence. Se préparer, c'est aussi une façon de récupérer quelque chose de ce qui, par essence, échappe à la médecine, aux soignants, aux parents. Et c'est parfois interprété, je le pense maintenant à tort, comme du deuil anticipé. Et c'est là encore certains parents qui m'ont appris en m'expliquant ce qu'ils avaient préparé. Je me souviens d'une maman dans la Nièvre qui m'avait raconté qu'elle avait été choisir le costume qu'elle voulait pour son petit garçon qui devait avoir 4-5 ans. En me disant, je peux le choisir maintenant, après je suis pas sûre de bien choisir. Et effectivement, les gens qui font du suivi de deuil disent combien c'est important d'avoir pu préparer ce moment-là et ces instants-là de manière à ne pas avoir de regrets. Il fallait déjà leur accord et on les a remerciés, toute l'équipe médicale, de nous avoir permis de garder Léo à la maison.
La question en elle-même du choix du lieu de fin de vie, j'en ai pas de souvenir. C'est pas ça qui a été douloureux pour moi. La réponse, elle a été évidente. En plus, c'est vrai qu'on a été d'accord avec Priscille, d'accord avec mon mari, d'accord avec l'équipe médicale qui nous a dit que c'était possible. Elle savait très bien ce qu'elle voulait. Elle savait aussi très bien ce qu'elle ne voulait pas. Elle était décidée, c'était une enfant qui aimait beaucoup faire plein d'activités, elle était débordante d'énergie. De toute façon, Priscille ne voulait plus l'hôpital, ne voulait déjà plus de soins à l'hôpital. Elle voulait bien donner des nouvelles, venir de temps en temps, voir les gens qu'elle appréciait, mais sa vie, sa fin de vie, elle voulait la vivre à la maison, avec sa famille, et pas du tout dans l'univers médicalisé de l'hôpital. Le maître mot du soin palliatif, me semble-t-il, c'est d'anticiper. D'être toujours un train en avant pour imaginer ce qui risque de se passer pour que ça se passe le moins mal possible. Le SAMU peut dire, moi, un enfant qui a un trouble respiratoire, je le réanime. Bien évidemment. Donc en fait, ce que nous dit la loi, c'est qu'il faut écrire. Il faut tracer, il faut mettre quelque part qu'on a décidé que s'il y avait une complication, on ne réanimerait pas. La loi nous autorise à le faire et là, il est dit qu'on ne sera pas accusé de non-assistance en personne en danger. Et puis on a pu, à côté de chez nous, avoir un médecin traitant qui a tout de suite accepté de suivre Priscille en nous disant qu'il était disponible 24 heures sur 24 dès qu'on en aurait besoin. Pour que le médecin généraliste se sente bien, il faut déjà qu'il ait envie de le faire. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il n'ait pas lui-même peur ou la non-envie d'assister un enfant en fin de vie et sa famille. Ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose, je pense que c'est que les hospitaliers pensent aux médecins de ville un peu plus tôt. C'est sûr que les médecins généralistes, contrairement aux médecins hospitaliers, voient les parents, les enfants, les frères et sœurs dans leur contexte quotidien. Je pense que c'est peut-être un élément important pour effectivement décider d'une possibilité d'une fin de vie à la maison ou pas. Over and above the medical dimension and the possible complications of the last moments of life, certain complex family situations can sometimes militate against the wishes of a child and his or her close family. In these cases, the stress experienced during this period of a disease can be even worse. Le fait que Priscille soit à la maison permettait que finalement on soit sur un même lieu. Parce qu'en plus à la maison on pouvait la voir à chaque fois qu'on sortait de cours et tout, alors qu'à l'hôpital il fallait aller jusqu'à là-bas et tout. L'équipe soignante avait bien compris, je pense, le caractère de Priscille. À partir du moment où on était tous en symbiose avec elle, c'est vrai que très naturellement les médecins se sont éclipsés et puis voilà, on est reparti de l'hôpital. J'avais perdu ma grand-mère une semaine avant. Et donc c'est vrai qu'au mois d'octobre, on se promenait en forêt un jour. Et puis elle me dit, tiens, il faudrait que je te pose une question en rentrant. Bon, puis j'ai bien vu à sa petite tête que c'était une question assez sérieuse. Et donc en rentrant chez mes parents, on est allé dans le salon. Et elle a fermé la porte. Et elle m'a dit, est-ce que les doudous vont au ciel? Donc je lui ai dit que oui, les doudous allaient au ciel. Et c'est tout, elle ne m'a pas posé plus de questions. Ma grand-mère qui était décédée au mois d'août d'avant, on l'appelait entre nous Gala, et elle m'a dit « Je crois que je vais bientôt aller voir Gala ». Donc je lui ai dit « Oui, je crois que tu as raison, effectivement ». Un enfant qui peut parler de ses préoccupations ou questions à propos de la mort et de la sienne en particulier, c'est déjà, et c'est quelque chose qu'on dit aux parents, une formidable preuve de confiance, d'une volonté aussi de l'enfant de témoigner à l'adulte quelque chose de sa compréhension de sa situation. Je me sentais plus sereine d'être chez moi.
j'avais pas envie de ressortir un jour de la chambre en me disant je vais croiser des parents et eux, leur enfant est en plein soin et je veux surtout pas qu'ils me voient. Enfin, voilà, j'étais angoissée par d'avoir un pas à franchir en me disant il va falloir que je retraverse les couloirs et donc ça, c'était surtout pas ça aussi. La chimio marchait pas, on n'allait pas s'acharner, voilà. On était déjà assez d'accord, on avait déjà émis l'éventualité au tout début de sa maladie, parce que c'était quelque chose d'extrêmement rare, donc on ne pouvait pas... Et donc ils nous ont installé une petite chambre. Au début, ils avaient prévu une chambre pour moi, puis moi je voulais pas en fait laisser Marc tout seul. Donc des fois je rentrais à la maison, donc ça faisait une grande chambre pour lui tout seul. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans une plus petite chambre, plus proche aussi du bureau des infirmières, parce que les cordes vocales commençaient à être atteintes. Donc quand il pleurait, on l'entendait pas très bien. Donc quand j'étais pas là, vous avez besoin de l'entendre, et donc on a ramené toutes ses affaires. Tous ses jouets, ses doudous. Il avait sa chambre à l'hôpital. Voilà, il avait sa chambre, on avait fait sa chambre à l'hôpital en fait. C'est comme ça j'avais mon temps pour lui, quoi. Je voulais... Moi j'étais tout le temps avec lui, ouais. Je passais mes journées à l'hôpital, j'étais bien entourée par l'équipe. To find the right answer in each individual situation, the medical teams need to remain very open to suggestions, to explore all the possibilities that exist, and sometimes to imagine new ones. Paradoxalement, on a beaucoup rigolé. On discutait avec les gens, on parlait presque même pas de sa maladie en soi. Quand on faisait les toilettes, on faisait des choses, on regardait un peu comment il se sentait, s'il se sentait bien. En fait, ce qui était important, c'est qu'il ait pas mal. Et puis voilà, j'avais retrouvé mon rôle de maman. Moi, j'étais là pour lui dire des histoires, pour parler avec lui, essayer de le faire rire. Et ils m'ont bien laissé ma place. Et ça, c'était important, voilà, ouais. Que je puisse être avec lui, voilà. Ouais. C'est bien d'avoir un accompagnement, d'avoir des structures qui prennent en charge, mais il faut aussi avoir du temps pour soi. Ouais. Toi, de pouvoir aller monter à cheval à loisir, c'était... À loisir, j'y allais pas si souvent que ça, mais c'est vrai que non, de mais temps en temps... t'aurais pu y aller beaucoup plus souvent si tu voulais. J'y avais voulu, ouais. Et c'est vrai que quand j'y allais, je prenais une bouffée d'oxygène. C'était... Et du coup, tu revenais encore plus forte. Voilà, encore plus forte pour passer du temps, voilà. During these months of palliative care, the difficulty for the parents is also to be able to keep up their physical, psychological and emotional equilibrium without feeling they are sacrificing the time spent with their child. C'est avec le réseau de soins palliatifs de Bretagne, La Brise, que toi tu as trouvé du soutien avec une psychologue du réseau qui... alors je sais plus si elle qui t'appelait ou c'est toi qui l'appelais, enfin là pareil, il n'y avait rien de formalisé, c'était très naturel. J'appelais, elle m'appelait. Et qui toi t'a beaucoup aidé, c'est vrai que moi... Toi t'es un garçon. Moi j'ai fait l'homme, j'ai fait mon ours et puis je me suis dit non, je vais m'en sortir tout seul. Et puis je sais pas si j'ai réussi, mais bon... Tout le long, jusqu'au bout, jusqu'au jour, le dernier soir où on l'a ramené, pour moi, c'était juste une étape d'1 ou 2 jours et on repartait à la maison. Je n'ai pas admis l'issue fatale, donc on ne pouvait que réussir à guérir. Quand elle en avait assez, elle leur disait qu'elle en avait assez et qu'elle voulait plus être piquée. Jusqu'au jour où, quelques jours avant son décès, le médecin qui était en hôpital de jour lui a dit « Tu sais, Fanny, ce serait bien peut-être si on remettait un cathéter. » Et au médecin, elle a répondu « C'est pas la peine, bientôt j'en aurai plus besoin. » Quelle que soit la manière dont les uns et les autres se sont préparés à la mort de l'enfant, les parents ne sont jamais prêts. C'est toujours une explosion, un cataclysme. Moi, pour ma part, j'ai jamais cru à ce que les médecins me disaient.
De toute façon, j'avais mon idée à moi, dans ma tête, ça avait fait son bout de chemin. J'en avais discuté avec ma frangine, je savais, elle le savait. Avait-il conscience ou pas qu'elle allait plus mal que d'habitude ou que... J'en sais rien. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai mis ma sœur dans la voiture et elle est partie mourir à l'hôpital. Je suis restée quasiment tout le temps, ou presque dans la chambre avec Fanny et sa maman, toute cette nuit-là. Je me souviens d'une atmosphère calme, avec une pénombre, et sa maman très, très calme, qui accompagnait Fanny en lui parlant doucement, en la rassurant sur le fait qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle continuerait à vivre, qu'elle serait toujours avec eux, toujours très présente, par les souvenirs et par les souvenirs. Mais oui, vraiment un accompagnement calme et je veux dire presque serein. J'ai trouvé que ça amenait de la sérénité, le fait que le médecin soit là, lui dise bon, je vais revenir, à minuit elle revient, et puis à 6h elle revient, parce qu'elle sait que ça va mal et qu'il n'y en a plus pour très longtemps, et à 6h35 elle est là, elle est avec nous, elle se défile pas. Enfin, je veux dire, j'avais jamais, on n'imagine jamais la mort de ses proches, hein, et surtout pas celle de ses enfants. Mais je trouve que ce moment a été bien vécu parce elles étaient là. On n'était pas seuls. On n'était pas seuls, loin de là, pas seuls du tout. Comment l'équipe soignante en parle? Comment, quand un enfant décède à l'hôpital, que se passe-t-il? Est-ce que les autres familles le savent? Est-ce que, quand l'enfant est mort, on laisse un temps pour que les parents puissent venir près du corps? Est-ce que les soignants ont le droit à une sorte de bouffée d'air? C'est-à-dire que le lit où il est mort va rester, en principe maintenant on dit 72 heures, sans qu'on remette un autre enfant, pour qu'il n'y ait pas des superpositions d'images qui soient extrêmement douloureuses pour les soignants. Le jour de l'enterrement de Fanny, j'ai sauté la grille. J'ai été m'endormir en fait sur la tombe de ma sœur au cimetière. En pleine nuit, ils m'ont retrouvé là, je dormais sur la tombe de ma frangine dans le cimetière. Alors quand j'ai envie de penser à elle, j'ai pas besoin de grand chose. Je mets un CD, je mets mon casque et puis j'écoute. Et là, je peux faire ce que je veux. Je peux pleurer, je peux rire, je peux penser, soit du bon ou du mauvais, c'est pas grave. Brothers and sisters and parents often keep a certain distance from each other during these periods of illness, not talking too much about the way they feel, out of a feeling of mutual protection. Même si c'est difficile, on peut être debout après. Puis elle m'a rappelé peu de temps après en me disant je crois que c'est la fin. Il y avait ma fille à la maison et je lui ai dit Marine, il faut que tu viennes dire au revoir à ton frère parce que c'est aujourd'hui qu'il part. Et elle me dit maman, mais comment tu le sais? J'ai dit c'est comme ça. Elle l'avait posé effectivement des questions sur la fin de vie, comment ça arrivait, c'est-à-dire est-ce qu'on s'arrête brutalement de respirer, quels sont les signes finalement qui vont lui dire que son enfant est parti? Et ça s'est pas fait dans la violence, ça s'est fait dans... C'était... je vais peut-être choquer, mais c'était beau. Pour moi, c'était beau qu'ils partent ainsi. Pas en suffoquant dans un lit d'hôpital ou qu'ils partent dans un coma et que j'ai pas le temps de lui dire au revoir. On a vécu le moment jusqu'au dernier souffle.
Moi, je l'ai pris comme un cadeau, un énorme cadeau que mon fils soit parti dans mes bras, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Ça m'a vraiment aidée à faire mon deuil. Et que mon mari ait eu la chance d'être là aussi, ça a été super important pour nous. Et honnêtement, je pense que si ça s'était passé différemment, on serait peut-être pas dans le même état d'esprit aujourd'hui. Ah si. Ah, c'est quand papa il avait mis le gel. Il était mignon avec la houppette. La houppette. Ouais. Et c'était moi avec le glas maternel. Avant, j'étais croyante, j'en ai fait des prières et des prières. Et après, je croyais en mon fils, oui. Et je me dis, si je tiens debout aujourd'hui, si je peux en parler aussi bien que j'en parle, si j'ai la force que j'ai aujourd'hui, ça peut être que lui qui me la donne. The upheaval caused by the paradox, death of a child, is so painful that sometimes all certainties collapse and give way to deep doubts. C'est bizarre de penser à une personne, mais de pas savoir où elle est en fait. C'est surtout ça le pire. On pense à elle, on continue quand même de l'aimer, mais on sait pas où elle est en fait. Et quoi qu'il arrive, oui, tu pourras pas l'embrasser, oui, tu pourras pas le voir, mais lui, il t'entendra. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera toujours avec toi, il sera toujours dans ton cœur. Vous voyez Sean qui bougeait donc plus du tout les bras, donc là il était vraiment tétraplégique, ne mangeait vraiment plus, commençait même à avoir du mal à faire des sons, à sucer son pouce, des choses comme ça. Il pouvait plus sucer son pouce, c'était sa tétine, il la perdait souvent. Il la perdait souvent, donc là je lui ai dit, tu sais là vraiment, l'évolution elle est visible et elle n'est pas dans le bon sens. Et en fait, on a discuté avec le psychologue et il m'a dit il m'a fait comprendre que ça allait pas tarder, quoi, en fait, quelque part, quoi, qu'il fallait que je me prépare. Et en fait, une fois qu'il a été parti, c'est Sean que j'ai préparé, en fait. Et je lui ai dit, tu sais, là, la maladie, elle est trop forte, elle est trop forte pour toi. Puis on voyait bien, c'était de plus en plus, pour respirer, rien que pour respirer, c'était de plus en plus dur. Et donc j'ai appelé Marc pour qu'il vienne. Et l'équipe médicale nous l'a mis dans les bras. Pour que... il était tout débranché, là, il avait tout... Il n'y avait plus grand-chose à faire. Il n'y avait plus grand-chose à faire attendre, quoi. Il continuait à respirer et il était dans nos bras. Il est parti comme ça. Il est parti dans nos bras, voilà. Et oui, ils ont été très bien, ils étaient autour de nous. Ils disaient rien, mais ils agissaient sans rien dire et... Juste une présence, quoi, pour nous soutenir. Même si on se dit, on savait, on était en soins palliatifs, on connaissait la fin, mais comme on dit, on ne peut pas être préparé à ça. On le jamais. À travers leur calme, à travers leur sérénité, à travers leur maturité, ils ont permis à notre équipe de faire un travail d'accompagnement et de deuil, parce qu'il y a le deuil qui est derrière, qu'il ne faut pas oublier. Laisser le temps aussi aux parents de lui dire au revoir avant, bien sûr, de l'emmener à la morgue. De l'accompagner jusqu'au bout, de faire tout, et pas que ce soit un autre intervenant. Je sais que moi, personnellement, ça m'a aidé de finir, d'être présent pour la toilette, d'être présent après, de laisser du temps aux parents après avec Sean, une fois qu'il est habillé, et puis surtout qu'il ait plus de technique, quoi, qu'il est complètement détechniqué, qu'il ait plus de perf, qu'il ait plus de son, qu'il ait plus rien. Et après, accompagner jusque la mort. Oui, c'était vraiment très très humain, ouais. Jusqu'au bout. Même des puéricultrices le lendemain qui sont venues nous voir et tout. Qui nous ont amené le petit-déj. Qui nous a amené le petit-déj, voilà. Ouais. Elles avaient, donc, ça avait fait le tour du service et ils sont tous venus nous soutenir, voilà. Et c'était très appréciable. Ah oui. Non, c'était vraiment
Ils nous ont accompagnés jusqu'au bout. Enfin, c'est aussi bête qu'ils nous ont aidés à remettre les affaires dans la voiture. Enfin, Voilà. C'est, tout le monde sait combien le personnel hospitalier est un peu débordé. Et non, ils ont trouvé le temps quand même de venir charger son mobile dans la voiture. Enfin, c'est bête comme ça, hein, mais c'est super important. On a dispersé les cendres. Coucher de soleil, il y avait. Plus l'urne se vidait, plus moi j'étais soulagé d'un énorme poids qu'on me retirait. Et là, voilà, c'était une libération. Même, et la sensation, c'est d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Ouais. On n'avait plus à avoir notre rôle de parent. Et en fait, les choses qui nous paraissaient si difficiles quand on était parents, parce que c'est pas facile d'être parent au début, on est un peu paumé quand même. Et là, d'un coup, on n'avait plus toutes ces choses, et elles nous manquaient terriblement, mais à un point où je pense que, ouais. Se faire réveiller à 6h30 du matin par une envie de biberon, ça nous manquait. Et voilà. C'est là qu'on s'est dit... c'est un de tes cousins qui nous a envoyé un SMS. Qui nous avait envoyé un SMS. Et ça n'a pas été long. Refaites-en. Il nous avait dit refaites-en. Je pense que pendant toute la maladie, effectivement, on ne vivait pas les mêmes choses en même temps. Donc, par exemple, l'abattement, ou la colère, ou la tristesse, c'était pas forcément en même temps. Souvent, quand justement ça allait pas bien, j'avais besoin de ces moments de silence, de ces moments où on s'échappe et on se retrouve intérieurement. À ce moment-là, j'étais très en révolte. Donc c'est vrai que je refusais beaucoup de choses. Je le vivais différemment et c'est vrai que c'était un bon moyen de me ressourcer intérieurement que de savoir que je pouvais aller puiser dans cette foi et dans cette croyance. Moi, j'ai trouvé dans la présence de Dieu quelqu'un à qui je pouvais dire « Merde, c'est trop dur ». Le jour où on a décidé d'arrêter les transfusions et de ne plus en faire, ça a été la dernière transfusion très douloureuse pour Priscille. Et l'infirmière et moi, on s'est regardés, on n'a ni l'une ni l'autre osé prendre en premier sa décision. Et toutes les deux, on a voulu dire la même chose, sans pouvoir se le dire verbalement, on se l'est dit par le regard. Et en dehors de la chambre, on en a parlé toutes les deux. Et puis là, c'était évident pour tout le monde, donc la décision, elle s'est prise d'elle-même. Certains soins qui ne seraient plus faits pourraient être vécus comme de l'abandon, alors que c'est pas le cas. Donc là, non, on avait une enfant qui osait exprimer ce qu'elle ressentait malgré son jeune âge. Priscille, elle a posé des questions. Elle a envoyé des messages à sa famille sur sa propre mort. All these tokens of love for a child, all the attention provided so that the last moments can be lived as painlessly as possible, will then prove an invaluable support for the family. Priscille était dans le salon, sur le canapé du salon. Elle nous a quittés de façon tout à fait sereine et tout à fait calme, bien qu'on nous avait prévenu que voilà, il pouvait aussi faire que ça soit violent si c'était par hémorragie interne avec des convulsions, mais on a eu la chance que tout se passe délicatement, tranquillement, sereinement. Le lendemain, il avait classe un samedi matin. Il a voulu y aller, il est allé voir son meilleur ami, il lui a dit « Tu sais, Priscille est morte ». Et voilà, elle est sur le lit de papa et maman et elle est très très belle. J'ai trouvé que... C'est vrai que quand après la maman de ce meilleur copain m'a appelé, m'a raconté, je me suis dit « Bah voilà,
Je ne sais pas si aujourd'hui il s'en souvient. Je sais que l'autre petit garçon, oui, par contre. C'est Louis qui me demandait pourquoi il ne comprenait pas l'enterrement et le fait de l'enterrer. Et il se posait la question, mais pourquoi elle ne reste pas finalement tout le temps dans la chambre et qu'on puisse monter avec une échelle, la regarder et la voir de dehors. No one can see life like I do.